Bonjour à toutes et à tous, c'est une édition spéciale de Smart Impact que je vous propose en partenariat avec le salon ProDurable qui se tient les 9 et 10 octobre au Palais des Congrès à Paris. Je reçois l'ancien directeur de la Banque mondiale, Bertrand Badré, fondateur de Blue Like Orange, fonds d'investissement responsable qui finance des projets à impact positif, notamment dans les pays émergents. Notre débat il sera consacré à l'économie circulaire et aux leviers les plus efficaces pour opérer la bascule entre le modèle linéaire, produire, consommer, jeter, et celui évidemment plus éco-responsable de la circularité. Et puis l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, viendra nous présenter Sweep. C'est une start-up qui a été fondée en 2020, plateforme de gestion des données ESG pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Voilà pour le sommaire. C'est donc un Smart Impact spécial salon ProDurable. L'invité de Smart Impact, c'est Bertrand Badré. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes ancien directeur de la Banque mondiale, fondateur du fonds d'investissement responsable Blue Like Orange. On va rentrer dans le vif du sujet. À propos de Blue Like Orange, vous financez quel projet ? En fait, on intervient sur le développement durable dans les pays émergents exclusivement, avec une vision à la fois sociale et environnementale. On investit dans des projets de santé, d'éducation, d'énergie, enfin en gros ce qu'on appellerait l'économie réelle ou la vraie économie. Et avec un point de vue très fort, c'est que dans ces pays, l'impact est très fort, puisqu'on part d'une situation plus difficile. Quand on fait quelque chose de très positif, alors là, on entraîne très vite beaucoup de monde, beaucoup de changements dans la société. Alors je disais effectivement, notamment dans les pays émergents, c'est exclusivement dans les pays émergents. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce qu'il y avait un gap de financement, notamment sur ces projets-là. Le choix, il est extrêmement simple. Il date de mon expérience à la Banque mondiale. Donc j'étais, comme vous l'avez rappelé, directeur général de la Banque mondiale au moment des accords de Paris sur le climat et au moment des accords sur les objectifs de développement durable. C'est le PINS que j'ai ici. Ces accords, on l'a oublié, c'est des accords universels. Et la réalité, si on prend l'exemple du climat, mais c'est vrai sur la condition de la femme, c'est vrai sur toute une série de variables de ces engagements, la bataille, elle ne sera pas gagnée à Bruxelles ou à Washington, la bataille, elle sera gagnée à Lagos, elle sera gagnée à Bogota, elle sera gagnée à Delhi ou à Jakarta. Alors précisément, ce ne sont pas là les endroits où l'argent va. On se trouve dans une situation où effectivement on fait beaucoup de choses en Europe, on fait beaucoup de choses aux États-Unis, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite, pas assez loin, qu'on pourrait faire plus, c'est exact. Mais la réalité, c'est qu'on en fait très peu dans ces pays. Et que la bataille vraiment du développement durable au XXIe siècle, c'est dans ces pays qu'il faut la mener, et qu'il faut effectivement la mener sans esprit parfois colonialiste. C'est-à-dire qu'il faut trouver un esprit de partenariat et voir avec ces pays comment les amener sur une trajectoire de développement durable. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des cadres ou des patrons de groupes mondiaux, de groupes internationaux. Et effectivement, le côté vertical passe pas, quoi. De moins en moins, en tout cas. Ils expliquent que c'est compliqué. Et souvent, on veut imposer des règles pour que l'entreprise soit plus éco-responsable. Mais dans certains pays, on dit, vous êtes bien gentils, nous, on n'en est pas là, quoi. Le débat, il est réel et parfois très brutal. C'est pas la seule raison pour le succès des BRICS, par exemple, qui voit chaque année un nombre de pays croissants vouloir les rejoindre. Mais c'est vrai qu'il y a... On va rapidement Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays les ont par l'Arabie Saoudite et l'Iran, par exemple. Vous voyez, et quelques autres, l'Éthiopie et d'autres qui font l'accueil. Il y a une vingtaine de pays qui sont en attente. Et donc ces pays vous envoient un message, un peu caricatural, et ils ne sont pas complètement de bonne foi non plus, mais ça fait partie du jeu, sur le thème, vous, les Occidentaux, vous nous faites la morale, vous nous imposez des normes et vous ne nous aidez pas financièrement, ni avec de l'argent public, ni avec de l'argent privé. Donc, à un moment donné, le dialogue n'est pas équilibré, il n'y a pas de partenariat. Or, les objectifs sur lesquels on s'est tous engagés en 2015, les accords de Paris en particulier, mais aussi les objectifs de développement durable, sont des accords universels. Et donc, moi, la raison pour laquelle on a créé Blue Like Orange, c'est précisément pour faire face à cette question de l'universalité. La bataille ne sera pas gagnée si elle n'est pas gagnée là-bas. Et alors, c'est pas juste le 8e arrondissement. Oui, j'ai bien compris. Alors, on va pas rappeler tous vos titres, mais vous avez été vice-président de la Banque Lazare, on l'a dit, directeur général de la Banque mondiale. Pourtant, ça a pris du temps pour réunir les capitaux nécessaires à la création de cette entreprise en 2017. Est-ce que ça vous a surpris d'une certaine façon ? Est-ce que ça a été difficile de convaincre ? Quand on est entrepreneur, on croit toujours que ça a marché mieux que prévu. C'est sûr qu'on n'a pas été aidé par le Covid, on n'a pas été aidé par la guerre en Ukraine. Enfin, il s'est quand même passé des choses depuis 2017. En même temps, on a quand même levé plusieurs centaines de millions. On a fait un certain nombre d'investissements. Mais est-ce que c'était un peu difficile de faire bouger les lignes ? Parce que c'est de ça dont on parle. Bien sûr. En fait, il y a deux lignes à faire bouger.
La première, c'est la ligne de l'impact, qui là aussi est une frontière qui n'est pas encore stabilisée, où on fait de plus en plus de choses, mais encore en réalité assez peu de choses par rapport à la masse des capitaux mondiaux. La masse des capitaux qui vont vers l'ESG est réduite, et puis vers l'impact, elle est encore plus réduite. Donc on a ce premier saut à faire. Et le deuxième saut, c'est le saut des pays émergents. Parce que la réalité, c'est que les flux vers les pays émergents sont minuscules. La part des actifs sous gestion européens qui va vers les pays émergents, c'est moins de 3%. Aux États-Unis, c'est moins de 2%. Et c'est en baisse. Et pourquoi c'est en baisse? Parce que les taux ont remonté chez nous. Donc si vous avez de l'argent à placer, vous êtes une petite assurance mutuelle ou un fonds de pension américain, vous achetez des bons du Trésor, ça vous rapporte 3-4% aujourd'hui, sans risque, plutôt que d'aller faire la même chose au Maroc ou en Colombie. Par ailleurs, on fait de la politique industrielle aujourd'hui. Encore une fois, un fonds de pension va préférer financer une gigafactory dans le Wisconsin que d'aller financer la même gigafactory en Bolivie, pour des raisons assez évidentes. Et puis par ailleurs, ce qui pour moi est probablement le plus problématique dans la durée, et que je vois, alors on le sent d'ailleurs politiquement, c'est le repli des gens sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, et ça a été accéléré par le Covid, on s'occupe de soi. Ça s'appelle America First. Et vous avez une déclinaison dans la plupart des pays occidentaux. Pour encore une fois, des vraies raisons. D'ailleurs, il y a eu des tensions internes qui fait que les gens se... Et donc, ce souci de dire, après tout, on a suffisamment de problèmes chez nous pour qu'on n'aille pas s'occuper de ces pays. Trump avait dit d'ailleurs avec son élégance habituelle, the shit all countries, que je ne vais pas traduire à l'antenne. Non, voilà. Mais on l'a compris. Mais voilà. Ouais. Et donc, il y a le fait que les gens disent, on a nos banlieues, nos agriculteurs, etc. Pourquoi est-ce qu'on va en plus s'occuper de l'Afrique ou de l'Amérique latine ou de l'Asie? Donc, on a tous ces facteurs qui font que c'est difficile. Et en même temps, c'est indispensable. Donc, on est dans cette tension que je vis assez bien, parce que au moins, je me sens au bon endroit sur la ligne de front. Oui, c'est ça. Avec peut-être quelques exemples, quelles entreprises ou quels projets vous financez, vous avez financé? Par exemple, un des projets que j'aime beaucoup, c'est une entreprise qui s'appelle Clínicas del Azúcar, les cliniques du sucre en français, au Mexique. C'est un jeune ingénieur mexicain qui va faire ses études aux États-Unis, qui revient, qui se dit quel est le premier problème de santé publique au Mexique? Le diabète. Très bientôt, 1 adulte sur 4 souffrir du diabète. C'est le record du monde. On est probablement à 15-16% aux États-Unis. Donc on explose tous les compteurs. La question, c'est pas de trouver une nouvelle manière d'injecter de l'insuline. Enfin, en gros, le diabète, on connaît les traitements, on sait comment il faut suivre les gens, etc. C'est l'accès aux soins. Et il dit, voilà, on va faire quelque chose de simple. On va faire ça, on va faire des cliniques. On va pas les appeler des magasins, on va les appeler les cliniques du sucre. Et on va les mettre dans les gares, dans les centres commerciaux, là où passent les gens. Et on va leur dire, vous rentrez sans rendez-vous en 90 minutes, on vous fait une prise de sang, on vous donne le résultat, vous avez un nutritionniste, vous avez un ophtalmo, vous avez un psy, vous avez un médecin, il vous fait une ordonnance, vous avez la prescription, et vous partez, et vous revenez autant que vous voulez, abonnement. Et vous allez payer quelques centaines de dollars sur plusieurs années, au lieu de quelques milliers de dollars. Et en plus, vous attendez pas. Voilà, ça c'est l'exemple type d'un impact où l'entreprise est profitable, et en plus, elle a un impact massif. C'est des dizaines ou des centaines de milliers de Mexicains qui y sont passés. Vous avez combien de projets en cours, là, déjà financés? Non, on a financé plusieurs dizaines d'entreprises. Et encore une fois, souvent les gens me disent tu fais de l'impact dans les pays émergents, donc soit je fais que du solaire, soit je fais que de l'humanitaire. Oui. En fait, il y a beaucoup de social. En fait, il y a beaucoup de choses très différentes. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout incompatible d'avoir de l'impact et une rentabilité financière. Est-ce qu'il y a eu des occasions manquées? Parce que là, on est tous dans cette espèce d'urgence. On voit que ça craque. On voit le mouvement qu'il y a eu, par exemple, dans l'agriculture européenne il y a quelques mois, et c'est loin d'être terminé. Est-ce que, moi, je pense, par exemple, 2007, on a le Grenelle de l'environnement en France. C'est un peu franco-centré, ce que je dis, mais... derrière, il y a la crise des subprimes 2008. Il y a eu un coup d'arrêt, il y a eu une occasion manquée à ce moment-là. Je pense que oui. Alors, clairement, moi j'étais en charge des finances du Crédit Agricole et de la Société Générale pendant la crise. Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à cette crise? On a géré l'urgence. C'est-à-dire qu'on a augmenté les exigences en fonds propres des banques, on a durci les conditions de liquidité, on a renforcé la fonction des risques, la conformité. Enfin, en gros, on a mis des airbags dans le système, on a renforcé le système. Et de fait, le système est plus sûr aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc ça, c'est positif. On aurait pu en profiter pour changer le système? Oui, on aurait dû se poser une question sur, au fond, est-ce que notre système, il est équipé pour ça, pour cette transformation vers une économie durable? Alors, d'une certaine manière, on a posé sur la table les objectifs en 2015. On ne va pas les réécrire. D'ailleurs, on serait incapable, dans l'état de fragmentation de la planète aujourd'hui, de réécrire une feuille de route collective. Donc, prenons celle qui est sur la table, les 17 objectifs de développement durable, les accords de Paris. Ça fournit la trame d'une économie, comme on dit, résiliente, inclusive et durable. On a la feuille de route. La difficulté, c'est qu'on est tous d'accord sur les objectifs, on est moins d'accord sur combien ça coûte et encore moins d'accord sur qui paye. Et au fond,
On a fait le pari un peu pascalien de se dire, puisque les objectifs sont formidables, la main invisible va faire le boulot et ça va suivre. Bon, malheureusement, comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies l'année dernière, sur plus de 85% des objectifs, on a fait soit marche arrière, soit on est très en retard. Donc en gros, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et donc, cette occasion, il faut la travailler dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le dur. Comme je dis souvent, il faut changer d'operating system. Aujourd'hui, on a un operating system, pour être très simpliste, que je qualifierais de friedmanien, du nom de Milton Friedman. L'objet social de l'entreprise est d'accroître le profit. Donc, le profit est la fin en soi de l'activité économique. C'est ça que ça veut dire, en clair. Et comme il dit, le public interest, l'intérêt public, c'est pas l'entreprise, c'est à l'extérieur. Il ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais il dit que c'est à l'extérieur. Et je pense que c'est... Et de là, tout découle. Enfin, la manière dont on comptabilise, la manière dont on a des relations avec les actionnaires, enfin, tout le système déroule de là. Il faut passer à un système... Alors, j'aime bien la formule d'un économiste britannique qui s'appelle Colin Mayer, qui était le doyen de la Business School d'Oxford, qui dit, en fait, l'objet social de l'entreprise ne doit pas être de maximiser le profit. L'objet social de l'entreprise doit être de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants, et pas de profiter des problèmes que vous créez. Et donc, en fait, le profit devient non pas une fin en soi, mais un moyen en vue d'une fin, et cette fin, c'est nous sur cette planète. Et là, ça change tout. Alors évidemment, ça prend du temps, parce qu'il faut retravailler les normes comptables, c'est les débats qu'on a avec IFRS et les normes européennes aujourd'hui, le Green Deal, il faut regarder la gouvernance des entreprises, il faut regarder les modes de rémunération, il y a toute une série de choses, et il faut passer dans un système où, contrairement à ce que me dit un de mes investisseurs, je prends ta performance financière et l'impact, c'est cadeau. En fait, c'est l'impact qui a de la valeur. Et pour l'instant, il n'a pas de valeur dans notre système. Donc c'est ça le sujet des 20 prochaines années, comment est-ce qu'on internalise l'impact. Merci beaucoup Bertrand Badré et bon salon pro-durable et bon vent à votre entreprise. Évidemment, on passe à notre débat, l'économie circulaire au programme. Le débat de Smart Impact en partenariat avec le salon Pro-Durable. On décortique les facteurs du succès pour la circularité. D'ailleurs, c'est le thème d'une table ronde au salon à laquelle vous allez participer. Sarah Schoenfeld, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente d'EC 2027 et Alexandre Lemille, bonjour et bienvenue. Bonjour, enchanté. Vous êtes directeur général d'Anthesis France. On présente vos organisations, vos entreprises. EC 2027, collectif d'experts, d'acteurs aussi de l'économie circulaire. Exactement, une jeune association qui a pour objet de diffuser dans toutes les décisions de la strate politique et publique l'économie circulaire. On est une association transsectorielle, aussi bien des acteurs de la mobilité, du textile, des équipements électriques, électroniques, mais tous qui partagent la volonté d'accélérer l'économie circulaire. Vous avez aussi bien des entreprises natives de l'économie circulaire que des grands groupes représentants de l'économie linéaire qui veulent se transformer vers plus de circularité. Oui, ça concerne tout le monde en fait, tous les Exactement. secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise. C'est ça le message qu'on peut aussi retenir. Anthesis, Alexandre Lemille, présentez-nous votre entreprise. Alors Anthesis, c'est d'abord un groupe international qui est présent sur 5 continents et qui est un groupement d'experts. On est des géologues, des ingénieurs, des agronomes qui aident les grandes entreprises, qui les conseillent aussi bien sur la stratégie ESG que l'économie circulaire, trajectoire climatique et les roadmaps en biodiversité. Donc on est vraiment ce qu'on appelle un one-stop shop. Donc on essaye vraiment de répondre à toute la problématique qu'une grande entreprise comme Danone, Suez, Veolia pourrait avoir sur ces sujets-là. Et est-ce que vous répondez de plus en plus à des questions justement sur l'économie circulaire, puisque vous avez un spectre très très large d'expertise? Alors j'ai eu la chance de tomber dedans comme Obélix dans la soupe, dans la potion magique, en 2008, à la création de la fondation Ellen MacArthur. J'étais chez la première société qui finançait la fondation à l'époque. Et on avait des webinaires tous les mois avec Ellen MacArthur. Et c'est là où j'ai dit, bon voilà, c'est l'économie de demain, puisque les co-bénéfices de cette économie et les raisons d'être de cette économie, c'est vraiment d'allier le nexus entre une économie soutenable et aussi bien une soutenabilité environnementale. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche tous à mettre en place. Et cette économie circulaire a les moyens de décarboner notre économie et d'aller au-delà. Alors avec un objectif, il faut être ambitieux dans la vie, c'est l'objectif d'une économie 100% circulaire. Bon, je lis ça, je dis super, mais est-ce que c'est pas totalement illusoire? Mais sans illusion. En fait, on vit dans l'illusion aujourd'hui. Oui. On n'est pas du tout dans l'économie du réel. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'impact plutôt que de se focuser sur les revenus d'une entreprise. En fait, cette économie circulaire,
on a encore du mal à percevoir tout l'ensemble des co-bénéfices qu'elle pourrait créer. Et en fait, elle pourrait résoudre nombre de problématiques auxquelles la France fait face actuellement. Par exemple, sur la partie décarbonation. Bon, il n'y a pas que ça. On n'est pas dans... Parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, mais c'est vraiment un gros sujet. On pourrait décarboner l'ensemble des biens, des produits qui circulent dans notre pays et diminuer cette empreinte carbone au niveau de la fabrication. Ça pourrait créer des emplois locaux qui ne seraient pas délocalisés et délocalisables. Mais alors, vous prêchez un convaincu, hein, on en parle régulièrement dans cette émission, mais on en est où aujourd'hui ? C'est-à-dire que si on se dit, essayons d'arriver à 100% d'économie circulaire, aujourd'hui, ça représente quoi ? Alors, au-delà avant de répondre précisément à votre question sur où on en est, il y a un aspect d'éco-bénéfice qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en lumière et qui est important aussi de souligner, c'est un avantage économique. Aujourd'hui, on a des entreprises françaises qui ont une certaine avance en matière d'économie circulaire par rapport à d'autres pays. Et investir dans l'économie circulaire, c'est aussi finalement investir dans la compétitivité, soutenir l'avance et la compétitivité des entreprises qui ont cette avance-là parmi d'autres. Premier point. Et deuxième exemple... Il y a des enjeux de souveraineté aussi qui sont ça, c'est un avantage très politique. Importants. Oui, mais il n'est pas neutre. Un avantage politique certain. Travailler l'indépendance économique de notre pays, c'est de travailler sur sa souveraineté. Ça, c'est très important de le souligner. Mais il y a aussi, quand on investit dans l'économie circulaire, on crée du PIB en France. Créer du PIB en France, plutôt que d'acheter des produits fabriqués à l'autre bout du monde, non seulement ça tombe sous le sens, mais en même temps, ça permet d'arrêter de creuser notre balance commerciale. Ça, c'est un argument aussi pour Bercy. C'est des très bons arguments. Et donc, la question sur l'état des lieux, on en est où ? On en est où ? Alors, aujourd'hui, on a quand même un contexte législatif en France qui est très favorable, très en avance, je le disais. On a une loi AGEC, anti-gaspi pour l'économie circulaire, qui a été votée en février 2020, qui est très large, très ambitieuse, qui embrasse vraiment beaucoup d'aspects. Cette avance-là, elle est reconnue au niveau de l'Europe. L'Europe nous regarde très précisément sur comment on construit les indices de réparabilité et de durabilité, comment on met en œuvre un fonds réparation, un fonds réemploi, et elle aimerait un peu disséminer tout ça. Cet arsenal législatif, il est donc ambitieux. Il s'agirait maintenant, quand même, de faire un peu son service après-vente parce qu'on n'y est pas totalement. Il n'est pas suffisamment appliqué, c'est ça, cette loi ? Parce que moi, j'en vois les effets dans mon émission, les secteurs les uns après les autres qui finalement, aiguillonnés par la loi AGEC, ont mis en place des systèmes de récupération, de circularité, de valorisation de ce qui était auparavant des déchets et qui sont aujourd'hui de la valeur. Oui, tout à fait, sauf que... On est, on va dire, à l'étape 1 de la fusée et il va falloir monter en puissance dans les années à venir. Par exemple, l'une des finalités de l'économie circulaire, c'est quand même de réduire nos déchets. Oui. Aujourd'hui, les déchets sont démultipliés dans une société de grande consommation. On continue de créer de plus en plus de déchets. En fait, il y a ce qu'on appelle un circularity gap. Donc, c'est un calcul du niveau de circularité, aussi bien en France que dans le monde entier. Et ce ratio de circularité diminue d'année en année. Donc on passe d'un monde à 9 et quelques % de circularité à un monde à 7% aujourd'hui. En fait, c'est dû au volume de biens qui sont produits chaque année. Et bon, quand vous entendez des Chines et des Temu où on essaye de réguler un petit peu le nombre de références produites par jour. Donc là, on parle de l'ultra fast fashion. Alors, entre autres, c'est un petit peu l'exemple extrême, mais si vous voulez, l'économie circulaire a du mal à faire face dans un contexte de surconsommation à outrance. Ouais. Et si on doit identifier alors là vous avez commencé à y répondre, mais des freins ou des limites à certaines solutions, lesquelles vous viennent ? Il y a justement ce que je commençais à mentionner, c'est ce frein culturel. On est dans un monde où on est dopé à la publicité. Et en fait, on a cet aspect de ce qu'on appelle l'obsolescence marketing, savoir qu'il nous faut absolument ce prochain smartphone qui va sortir. Et donc, si on ne change pas de smartphone tous les ans, on n'est pas forcément dans le coup. Alors, quand je suis avec mon téléphone modulaire, ça fait un peu jaser, surtout quand on a des adolescents. Mais si vous voulez, le consommateur, il est noyé par cette publicité. Et il ne voit pas du tout ce dont on parle quand on parle d'économie circulaire. Et ensuite, il y a un autre aspect de l'économie circulaire, c'est qu'il va falloir rendre la sobriété beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans un monde où il va falloir
consommer de façon plus responsable, réutiliser les objets, voire les pièces. Et cette sobriété, on a du mal à créer justement cet imaginaire commun. Le premier frein qui vous vient, c'est le frein culturel, l'imaginaire commun. À votre avis là-dessus? Alors moi, il y a un autre frein que je voudrais mettre un peu en avant, c'est le frein législatif. Je disais tout à l'heure que la loi AGEC était très bel arsenal, il suffisait de faire un peu plus son service après-vente. Il y a quand même une petite faiblesse dans cette loi, c'est qu'elle soutient extrêmement bien la demande des Français en produits et services circulaires. Typiquement, on a un fonds réparation qui est là pour soutenir, avec un bonus réparation, pour venir alléger la facture finale. Mais on ne pense pas du tout, dans cette loi, le soutien de l'offre. C'est-à-dire comment on va faire pour faire émerger une véritable offre de réparateurs, une véritable offre de biens reconditionnés, réemployés, qui, donc en permettant l'essor des acteurs historiques de ce secteur que sont les acteurs de l'ESS, mais aussi en industrialisant et en ouvrant les vannes pour que d'autres profils d'entreprises puissent se positionner sur ce marché et le faire décoller. Mais il y a aussi des effets pervers, moi je pense, parce que l'un des géants de l'économie circulaire, c'est Vinted, par exemple. On parlait de vêtements, et moi j'ai reçu ici des représentants d'associations, mouvement Emmaüs, etc., qui disent ça tarit notre source. Vous voyez ce que je veux dire? On a de moins en moins de vêtements, ils sont de moins en moins bonne qualité. Est-ce qu'on n'est pas... Et puis en plus, vous parliez du côté culturel ou psychologique. Je peux acheter... 15 t-shirts parce que de toute façon je les remettrai sur Vinted après. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a aussi cet aspect du frein technique. En fait, et sur l'aspect culturel, on met en place des startups, on met en place des entreprises qu'on appelle circulaires avec une mentalité linéaire. On n'arrive pas à réfléchir en disant il va falloir aller vers des systèmes avec de l'énergie diffuse, de l'énergie uniquement renouvelable, avec des systèmes doux et distribués complètement. Et en fait, on a du mal à comprendre ce concept d'économie circulaire. Il y a toute une culture circulaire à avoir parce que c'est assez technique. Il y a un ensemble d'acteurs à mettre en place puisqu'on parle d'un écosystème d'acteurs qui va pouvoir fournir ce type de service qui va justement essayer de ralentir l'économie de la consommation. Et comme cette barrière à la compréhension de l'économie circulaire, il y a plus de 300 définitions de l'économie circulaire dans le monde, comme cette barrière est assez forte, on se réfugie dans le recyclage. Et en fait, un exemple typique, c'est les déchets électroniques. 98% des déchets électroniques sont recyclés. En fait, le recyclage, c'est la destruction de la matière. On a une bouteille en verre, on va la détruire pour refaire une bouteille en verre. Donc on est encore dans l'énergie linéaire, avec des énergies fossiles qui vont pouvoir nous aider à recréer cette bouteille. Et en fait, moi, je vais jeter une brique dans la mare, comme on dit, c'est que si on enlevait ce cycle du recyclage au modèle de l'économie circulaire, ça nous permettrait de réfléchir beaucoup plus à tout ce qui est réparation, réemploi, à nous remettre en cause. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Désolé. Bon salon ProDurable. Le temps de ce débat est écoulé. C'est la rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir ici. Vous êtes le Chief Impact Officer de Sweep et évidemment ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Sweep, elle a été créée en 2020 par Rachel Delacour, Yannick Chaz et Raphaël Guller. Vous les avez rejoints il y a 2 ans, 2022. C'est une plateforme de données ESG. Peut-être question un peu personnelle. Pourquoi vous y êtes allé? Qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans cette entreprise? Parce qu'on est aujourd'hui face à un enjeu qui est majeur, c'est comment fait-on pour accompagner les entreprises dans le chemin de la décarbonation et de la réduction de leur empreinte environnementale, quelle qu'elle soit. Et pour ça, moi j'ai une conviction, c'est que cela doit passer par la donnée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, dont vous parlez souvent, la CSRD. Songez que la CSRD, c'est plus de 1200 indicateurs environnementaux, sociaux, de gouvernance qui doivent être renseignés. C'est impossible pour toutes les entreprises qui nous écoutent de le faire par des fichiers Excel. C'est impossible de ne pas avoir, de ne pas se doter de ce qu'on appelle une plateforme de management de la donnée pour pouvoir collecter, monitorer, étudier, mais également
pouvoir envoyer à la Commission européenne le rapport de la CSRD. Et Sweep, on est une ESG Data Management Platform, en mauvais français, qui permet aux entreprises de gérer ces données extra-financières, des outils d'ailleurs dont les entreprises disposent pour les données financières. Oui, mais alors ces données, elles existent déjà dans les entreprises, elles ont juste à vous les proposer, il faut aller les chercher, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est dans une nouveauté. Donc, il faut aller les chercher. Oui. On a par exemple au sein de nos clients de très grandes entreprises comme Bouygues, L'Oréal ou la SNCF. Quand vous êtes l'une de ces entreprises, vous avez des données environnementales qui concernent des sites de production partout à travers le monde, des données sociales qui concernent des sites un peu partout sur le territoire. Et donc il faut aller d'abord, c'est une première étape, chercher ces données de manière automatique ou de manière manuelle, avec des questionnaires que vous devez envoyer. Tout ça nécessite une plateforme, de l'ergonomie, des choses qui sont pensées, et surtout, à la fin, ces données économiques, il faut les traduire dans les données telles que la réglementation européenne sur la CSRD le demande. Et ça, c'est notre travail. On injecte les données d'activité qu'on va chercher, on les transforme et on les remplit automatiquement dans toutes les cases demandées par la Commission européenne, avec ce vœu qui est de rendre la CSRD heureuse aux entreprises, la réglementation heureuse aux entreprises. En tant qu'ancien ministre, je sais à quel point c'est un challenge de faire ça. Oui, parce que ça peut être perçu d'abord comme une contrainte, voire comme un boulet, ou alors une réglementation supplémentaire. Effectivement, on reproche souvent ça aux politiques en France ou en Europe. Ça peut devenir une opportunité, c'est-à-dire que comme ça va permettre à tout le monde de s'étalonner finalement avec les mêmes règles, ça peut permettre à une entreprise mieux-disante de le faire savoir. Mais vous savez, sur le salon ProDurable, on va participer à une table ronde qui s'appelle « La valeur du digital dans l'ESG ». Et pourquoi ? Parce que oui, cela a une valeur de gérer l'environnement par la donnée. Plein d'exemples. Le premier des exemples, c'est que si vous ne le faites pas, vous avez des pénalités potentielles de ne pas respecter la réglementation. Le deuxième élément, c'est que ces réglementations, elles vous imposent d'être auditées. Ce qui veut dire que la donnée extra-financière va devenir aussi importante que la donnée financière, mais auditer des données nécessite d'avoir une architecture qui permette de le faire. Le troisième élément, on le voit tous les jours, vous avez aujourd'hui des entreprises, des grands groupes, qui sont, par leur politique d'achat, déjà en train de faire en sorte que cette réglementation, en fait, se répand un peu partout, tout au long de la chaîne de valeur. Si moi, grande entreprise, je veux réduire mon bilan carbone, quelque chose que je vais faire, c'est demander à mes fournisseurs de réduire. Ça, de la même manière, si vous ne le faites pas en tant que fournisseur, vous coupez des marchés. Et enfin, vous aviez Bertrand Badré il y a quelques minutes sur ce plateau, financeur, financier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la valeur de votre entreprise, elle dépend de plus en plus de la valeur de vos données extra-financières. Si je veux lever des fonds parce que je suis une PME, une ETI ou une start-up, j'ai besoin de fournir à mes investisseurs ces données extra-financières. Donc oui, archi oui, le fameux retour sur investissement d'une bonne gestion des données extra-financières, il est important. Tiens, une petite question perso pour terminer, retour d'expérience. Vous avez plus d'impact en étant dans une green tech ou au gouvernement ? C'est une très bonne question parce que moi je me la pose souvent. Je suis intimement persuadé qu'on peut avoir de l'impact et évidemment dans le public et dans le privé. Mais je reprends cet exemple des politiques d'achat. Quand vous avez un grand groupe et que vous avez une directrice ou un directeur des achats qui dit moi, je vais changer d'orientation et je vais acheter des produits décarbonés, soucieux de l'environnement, vous avez un impact qui est massif. C'est ce qu'on a avec la SNCF. Je salue par exemple la direction des achats de la SNCF. Ils sont très ambitieux. Le jour où la SNCF met en œuvre ce qu'ils sont en train de faire, ces politiques d'achat ambitieuses, je peux vous dire que vous avez parfois plus d'impact qu'un décret signé par un ministre. Merci beaucoup, Julien Denormandie. Merci à vous. Bientôt sur Be Smart for Change. Bon salon ProDurable. Et donc la plateforme s'appelle Sweep. Sweep, je l'ai dit au début et on le redit à la fin. Merci beaucoup. Merci. À très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.